Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le plaisir est toujours au rendez-vous lorsque nous vous savons très nombreux en train de suivre votre magazine Le Point. Le Point qui reçoit pour vous un acteur politique. C'est un ancien ministre de l'Énergie, ancien directeur du cabinet du président Laurent-Désiré Kabila. Il est un des cofondateurs du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Et c'est aussi l'animateur de la campagne des vœux patriotiques dans le dernier conflit militaire qu'a connu le pays après l'indépendance. Il s'agit bel et bien de M. Georges Boussé Falaye. Bienvenue, M. Boussé. Merci, M. Alain. Vous avez occupé plusieurs fonctions importantes dans le pays, après jusqu'à la transition, et finalement, silence radio. À quoi est dû ce silence? Oui, M. Alain, je vous remercie pour cette question qui est importante. Beaucoup de personnes pense que cela est la conséquence de mon échec électoral. Rappelez-vous qu'il y avait eu des élections sénatoriales en 2007, un peu après les autres élections de députés nationaux. Et vous étiez candidat au niveau de la province orientale. J'étais candidat au niveau de la province orientale. Exact. Et j'avais connu cet échec électoral d'une manière un peu inattendue. Et je dirais même choquante. C'est-à-dire? C'est-à-dire, premièrement, comme vous l'avez dit, je suis un des membres fondateurs du PPRD. Deuxièmement, l'élection était organisée au niveau des districts. Et donc, au niveau des districts, nous avions des députés provinciaux qui avaient la majorité, forcément. Donc, j'avais toutes les chances d'être élu. Et cependant, je n'avais pas été élu. Bon, qu'à cela ne tienne. Mais peut-être que le plus important ici, c'est que... en fait, il s'est passé un fait un peu étonnant pendant cette élection-là. Je vais y revenir plus tard. Mais je voudrais simplement dire qu'il ne faut pas que les gens croient que c'est ça la raison de mon silence. Non. Et c'est quoi la raison exactement? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Avant que je ne vienne dans la vie politique au pays, j'étais à Lubumbashi, j'étais à la GECAMIN, et j'étais bien sûr marié, et mon épouse avait eu un problème très grave. Et je l'appelle d'ailleurs feu mon épouse. Elle avait eu un problème de tumeur au cerveau. On avait dû l'envoyer en Afrique du Sud en urgence, où elle avait été opérée. Imaginez-vous, une opération au cerveau qui dure pendant 8 heures de temps. Wow. Et même avec des conséquences, parce que là où il y avait la tumeur au cerveau, la partie du crâne qui était là autour de la tumeur était même abîmée. Wow. Ce qui fait qu'après l'opération, eh bien, la peau couvrait en fait le cerveau sans cette partie du crâne. Donc c'était assez dangereux. Et cette opération importante avait demandé donc un suivi très régulier, très serré en Afrique du Sud. Exact. Et le nombre de ces déplacements en Afrique du Sud allait en croissant. Bon, bien sûr, j'avais accepté la situation, mais il se fait que ça coïncide avec l'échec électoral. Lorsque j'ai décidé de lui tenir compagnie en Afrique du Sud, cela coïncide avec l'échec électoral. Et beaucoup de gens pensent que c'est plutôt l'échec électoral qui a fait que je me suis tué, mais ne savent pas très bien ma vie privée, telle qu'elle a été fortement secouée. J'avais préféré alors être à côté de mon épouse, la soutenir, mais malgré ça, en 2011, elle nous a quittés. Paix à son âme. Donc, si je comprends bien, M. Boussé Falaye, pour M. Boussé Falaye, la famille est plus importante. Il fallait tout laisser pour la famille, pour feu son épouse. La famille est plus importante. Pourquoi? Parce que quand nous avons des responsabilités publiques ou privées, si nous n'avons pas la paix dans la famille, nous allons exporter cette attitude dans les responsabilités. Alors j'avais préféré vraiment m'occuper de ma femme, de sa santé, au risque peut-être, ce n'était pas un risque, en m'éloignant un peu de la vie publique, mais je savais que j'allais revenir dans cette vie publique. C'est la preuve, c'est que nous sommes en train de parler de cela maintenant. Parlez-nous un peu de votre échec électoral, là. Comment ça s'est passé? Vous avez dit que le PPRD avait des députés provinciaux là-bas. Et comment un des cofondateurs du PPRD échoue? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un peu choquant, n'est-ce pas? La chose est choquante. Mais je ne voudrais pas m'étendre trop sur l'aspect cofondateur du PPRD ayant perdu des élections. Je voudrais m'étendre sur un autre aspect. Lesquels?
un des députés provinciaux qui avait même décidé de me donner sa voix avait été menacé de mort. Ah bon? Ah oui, avait été menacé de mort. Et ça, je trouve que c'est beaucoup plus grave, parce que nous attaquons là les bases même de la démocratie, n'est-ce pas? Et un tel personnage, c'est vraiment un ennemi de la démocratie. C'est pour dire qu'il n'est pas mon ennemi personnel. Moi-même, je suis un individu, mais il est un ennemi d'un système. Et nous savons que notre pays, la voie de sortie, progressivement, c'est la démocratie. La démocratie a fait ses preuves dans les pays européens. La démocratie me semble être le meilleur système politique, n'est-ce pas, qui permette à un pays de se développer. Et avec des ennemis politiques de cette taille, c'est vraiment très grave pour le pays. Et c'était ça. Est-ce que, je sais que vous pouvez refuser, mais est-ce qu'on peut le connaître, cet ennemi de la démocratie? Non, non, je ne peux pas dévoiler cela en public, d'abord par respect pour lui. Mais il est encore sur la scène politique. Oui, mais je le respecte. Je le respecte. Je ne peux pas le dévoiler en public. C'est un problème vraiment privé. Et même s'il fallait en parler, ce serait entre moi et lui. N'est-ce pas? Mais le plus important ici, c'est que je ne le considère pas comme mon ennemi. N'est-ce pas? Je le considère comme l'ennemi de la démocratie. Et c'est beaucoup plus grave. Mon ennemi, moi je suis un individu, je passerai. Mais la démocratie, la nation, elles vont rester. En politique, M. Boussé, on le dit souvent, tous les coups sont permis. Il n'y a pas d'état d'âme. Est-ce que vous avez gardé rancune contre cet ennemi de la démocratie? J'ai une base chrétienne très profonde. Et je sais que je ne peux pas garder rancune contre quelqu'un. Donc, ma première attitude est immédiate. C'était de lui pardonner parce que je sais qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Cette expression, il ne savait pas ce qui se faisait, contient beaucoup de vérité. Mais cette émission n'est pas le lieu pour en parler en profondeur. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Je ne pouvais que le pardonner, au risque moi-même de tomber dans cette méchanceté. Parce que celui qui ne pardonne pas cherche à faire une réaction qui fait de lui aussi un méchant. Mais je ne suis pas un méchant. Avec tout ce qui se passe en politique, est-ce que c'est facile d'être chrétien et aussi politicien, par exemple? J'ai eu à animer à l'époque une conférence sur le chrétien et la politique, n'est-ce pas? Et la politique, en fait, c'est l'art de gouverner une communauté. Et non l'art de mentir, comme on a dit. Ce n'est pas l'art de mentir. Ça, c'est une déformation. La politique, c'est l'art de gouverner. Gouverner des communautés, des hommes et des femmes qui ont vraiment des désirs d'améliorer leur existence. Et ces hommes et ces femmes ne cherchent qu'une chose, dans notre pays en particulier. Vivre en paix, s'occuper de leur ménage, avoir le courant, avoir l'eau, envoyer leurs enfants à l'école, et quand ils ont des problèmes de santé, avoir des possibilités de se faire soigner. C'est ça l'essentiel. Et pour gérer cet essentiel, la responsabilité revient aux hommes politiques, en premier lieu. Et la création d'un environnement économique favorable pour maintenir ce système-là. Et c'est comme ça que moi j'entends par politique. Quand on dit, il y a une expression à Kinshasa où on dit politique, c'est-à-dire vous voulez me mentir. Exact. Ça c'est un problème culturel, n'est-ce pas? La politique, ça n'a rien à voir avec les mensonges. Au contraire, la politique, c'est affronter la vérité pour résoudre des problèmes complexes d'une communauté. Donc, vous faites votre comeback en politique. Vous comptez réintégrer le PPRD? Parce que ça fait très longtemps que vous êtes inactif. Ou bien vous allez choisir l'opposition? Comme on est en train de voir maintenant, il y a des alliances qui se font, il y a des regroupements qui se font, qui se défendent. Monsieur Boussé serait où? Écoutez, monsieur Alain, je suis un homme constant, j'ai toujours été un homme constant. Mais je suis attaché, premièrement, aux valeurs de la démocratie. Ça, c'est le plus important pour moi. Les questions de choix politiques, je peux vous dire que depuis 10 ans, je ne suis pas entré dans l'opposition. Depuis 10 ans, je n'ai pas dit que j'ai quitté le PPRD. Mais depuis 10 ans, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi, je me suis dit, tiens, où est le problème le plus important aujourd'hui pour notre nation? Où est la situation de l'évolution de notre jeune démocratie qui a fait son chemin?
n'est-ce pas? Maintenant que nous allons fêter le 58e anniversaire d'indépendance, l'occasion est vraiment bonne pour en parler. Parlons de la démocratie beaucoup plus en profondeur, n'est-ce pas? En 1960, les premières institutions et les premiers animateurs de ces institutions, je pense ici à notre héros national, Patrice Emery Lumumba, c'était des personnalités qui étaient venues au pouvoir par une démarche démocratique. D'ailleurs, ce sont les premières élections démocratiques véritables. Exact. Cette démocratie a été mise à mal dans l'histoire de notre pays. Il y a eu des rébellions pour s'opposer à la façon dont la démocratie avait été malmenée. Exact. Il y a eu dans la suite Mobutu qui coup d'État en 60. Coup d'État. Il a voulu en fait combattre quelque chose. Les tendances dont nous parlions tout à l'heure, les tendances fédéralistes voulaient l'emporter sur les tendances unitaristes. Mobutu a réagi contre ça. Et je lui donne raison dans cet aspect-là des choses. Pourquoi? Parce que notre pays est si grand et vaste. Vous ne trouvez pas qu'il faut le fédéralisme aussi aller aider le pays à se développer? Le fédéralisme est un système qui peut se discuter. L'unitarisme est un système qui peut se discuter. Mais je voudrais qu'on revienne à l'essentiel. Quel est l'essentiel? L'essentiel, c'est la culture démocratique d'abord. Voyez-vous? La culture démocratique, c'est elle qui permet à un pays de pratiquer la démocratie. Or ici... Mais vous allez répondre, monsieur Georges Bousset. Aujourd'hui, bon, comme vous le savez, la RDC, c'est l'ensemble des royaumes, des empires que les Occidentaux, à partir de 1885, ont essayé de mettre ensemble. Mais à l'époque, dans ces royaumes, il n'y avait pas de démocratie. Est-ce que vous pensez que la culture démocratique est vraiment quelque chose pour les Africains en général et pour les Congolais en particulier? Je l'ai dit tout à l'heure, il faut choisir. Moi, je suis convaincu que le système démocratique est le meilleur système pour promouvoir le développement des nations. La preuve, c'est que si vous regardez le monde entier, vous allez constater que les pays les plus développés sont justement les pays qui ont pratiqué le système démocratique. L'Europe, les États-Unis, l'Australie sont des exemples. Mais les pays qui ont eu beaucoup plus de problèmes, ce sont les pays qui ont pratiqué moins la démocratie. Cependant, un exemple comme la Chine connaît quand même un développement économique, mais ça, ce sont d'autres principes de l'économie, n'est-ce pas? Oui. Mais moi, je crois à la démocratie, mais vous avez cité les royaumes, les chefferies, les empires, lorsque on nous a réunis ensemble en 1985. Je voudrais insister sur une chose. Nous avons été unis de manière non démocratique. On n'avait pas demandé l'avis des membres de ces royaumes. Nous sommes partis, nous sommes nés dans le manque de démocratie. Exact. Nous avons évolué sans démocratie, parce que les partis politiques n'étaient pas autorisés pendant la colonisation. Mais nous sommes entrés en 1960 vers l'indépendance avec des pratiques démocratiques basées sur, non pas les partis politiques, mais des organisations un peu à caractère tribal, si vous voulez, ethnique. Dans l'esprit, dans leur esprit. Mais néanmoins, les pères de notre indépendance ont voulu d'un Congo uni. À l'époque, on pouvait lire Congo uni, pays fort. Ils sont partis avec cette pensée, convaincus que l'union fait la force et que la division fait la faiblesse. Exact. Et ils avaient raison. Aujourd'hui, 58 ans après, la section de la RDC à la souveraineté nationale et internationale, quel est l'état de la démocratie? Nous avançons, nous reculons, nous stagnons? Nous avons fait une avancée. Comme je l'ai dit, nous avons connu en 2006 la première expérience d'une élection démocratique, mais elle a été douloureuse, puisqu'à Kinshasa, il y avait eu la guerre après cette élection présidentielle. Néanmoins, nous sommes allés en 2011, nous avons encore poursuivi l'expérience démocratique. Il y a eu beaucoup de contestations, mais la façon dont moi je vois la démocratie, c'est des élections sans contestation. C'est-à-dire des élections dans lesquelles toutes les parties prenantes acceptent les règles de jeu, s'engagent dans ces règles de jeu, les appliquent et acceptent les résultats. Ce n'est pas une utopie, ça, pour la République démocratique du Congo. Ce n'est pas une utopie pour les États-Unis. Ce n'est pas une utopie pour la France. Ce n'est pas une utopie pour la Belgique. Pourquoi ce serait une utopie pour le Congo? Alors que tout le monde veut cela. Tout le monde accepte cela. Tout
tout le monde veut y aller. Mais vous verrez que l'ennemi de la démocratie, ce n'est pas tellement les Congolais ou les Congolaises. C'est le niveau encore faible d'un esprit que j'appelle l'esprit démocratique ou la culture démocratique qui va aller avec l'éducation, qui va aller en s'accroissant jusqu'à ce qu'un jour, notre pays atteindra ce niveau où la démocratie... Et concrètement, M. Boussé, que faire pour installer cette culture démocratique? Peut-être qu'avant de parler de l'installation de cette culture démocratique, j'aimerais un peu parler de cette contradiction fondamentale qui vient de la façon dont nous sommes devenus un pays. Cette contradiction fondamentale entre le patriotisme ethnique et le patriotisme tel que nous l'entendons. National. National. Alors, le patriotisme, vous savez ce que c'est, je n'aime pas vous l'apprendre, vous le savez. C'est un peu cet attachement à une nation ou à une communauté pour laquelle on veut faire du bien. Et même au prix de sa vie. Exact. Donc, on se donne corps, âme et esprit pour lui faire du bien. Je dirais en résumé, on veut aimer la communauté ou la nation comme on aime même sa famille. Exact. On lui veut du bien. Bon, mais il subsiste aujourd'hui cette contradiction fondamentale entre, n'est-ce pas, le patriotisme ethnique qui se développe et le patriotisme tout court. C'est la première chose. Et ça a un impact sur l'organisation que nous avons voulu, n'est-ce pas, mettre en place dans notre pays. Nous avons, il y a le découpage territorial qui avait pour but d'obtenir, disons, des regroupements sociaux, politiques beaucoup plus viables. Ça, il faut l'accepter. Exact. C'est une des conséquences, d'ailleurs, d'une avancée lente et sûre vers un plus grand concept du patriotisme. Nous avons fait la décentralisation. Pourquoi? Parce que avec un État unitaire centralisé, eh bien, les décisions se prenaient au centre, loin des intéressés. Alors on a dit, bon, découpons les territoires pour devenir plus réalistes par rapport aux structures socio-politiques décentralisées et décentralisons aussi pour encourager le développement local, économique. Bon, mais, je voudrais dire ceci. Oui, allez-y. Le découpage territorial, ce n'est pas chacun chez soi. La décentralisation, ce n'est pas chacun pour soi. Mais vous ne trouvez pas que c'est déjà un piège là? Je prends le Grand Katanga par exemple. Il y a le Haut-Katanga, Kolwezi, Lualaba et le Nord avec Lomami et Tanganyika, tout ça. Vous ne trouvez pas qu'en découpant, vous demandez déjà à chaque ressortissant d'aller développer son coin là? C'est déjà séparé ethniquement, les gens. Demander à chaque ressortissant d'aller développer son coin est une attitude contraire à l'intégration économique. Vous ne pouvez pas demander à chacun de développer son coin sans penser à l'intégration économique qui peut faire d'une économie une puissance. Moi, si je développe mon coin parce que je cultive du maïs, un autre cultive son coin parce qu'il a du cuivre, un autre parce qu'il a, je ne sais pas, du diamant, un autre, mais il faut une intégration économique. Le maïs doit être moulu quelque part. Le cuivre doit être transformé quelque part. Le diamant doit être... Il faut de la valeur ajoutée à ces produits. Donc ce n'est pas nécessairement là où on produit les matières premières dans une économie, disons, au niveau primaire. Ce n'est pas nécessairement là qu'on les transforme en produits finis pour leur donner de la valeur ajoutée. Exact. Pour créer beaucoup plus d'emplois. Il faut créer des emplois. Nous avons hérité une économie, le secteur primaire de l'économie. Exploitation de matières premières et leur exportation. Mais nous devons... Et ce secteur primaire contient un nombre limité de personnes. Mais quand on passe à la transformation, on crée des emplois. De plus en plus des emplois, et ça doit se faire de manière intégrée. Exact. Donc c'est une compréhension erronée de la décentralisation. Donc aujourd'hui, le découpage n'a pas prévu ça. L'intégration ou bien c'est l'application qui pose problème. Voici ma compréhension du découpage et de la décentralisation. Oui. Le découpage, c'est essentiellement pour réunir. Nous sommes une société fortement hétérogène. Exact. Le découpage, c'est essentiellement pour rendre gouvernables des entités où le sentiment socio-économique est partagé.
n'est-ce pas? Exact. Dans le sens de l'amélioration. Alors, décentraliser, c'est essentiellement répondre à une préoccupation socio-économique et pas politique à cause de ces patriotismes ethniques. Alors moi, je pense que à l'époque, ce n'était pas mauvais quand on nommait des gouverneurs originaires d'autres provinces. C'était pas mauvais. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a maintenant deux objectifs, je crois, que nous devions poursuivre. Premièrement, puisque nous avons rejeté le fédéralisme comme un danger face au patriotisme ethnique, mais nous avons opté pour un État décentralisé. Fortement décentralisé. Décentralisé. Je dis bien décentralisé. État unitaire décentralisé, dans lequel la responsabilité politique du destin national, n'est-ce pas, est entre les mains d'un président de la République élu au suffrage universel. Exact. Parce qu'il représente toute la nation. Lui, quand il nomme un gouverneur de province, lui, quand il nomme des responsables territoriaux, il garantit, n'est-ce pas, cette unité nationale autour d'une démocratie qui avance. Mais, lorsqu'on parle maintenant des villes de réalité, comme la ville de Kisangani, la ville de Lubumbashi, il y a des maires, n'est-ce pas, au lycée de ces villes-là, qui doivent, eux, gérer les responsabilités qui concernent le développement socio-économique. En bref, qu'est-ce que je veux dire par là? Allez-y. Je vois que les gouverneurs des provinces devraient avoir la responsabilité politique sur leur province, mais à partir d'une désignation par le président de la République. Mais là, on va à l'encontre de la démocratie parce qu'il faut les élire. Nous n'allons pas à l'encontre de la démocratie. Nous n'allons pas à l'encontre de la démocratie. Nous nous posons des questions sur l'état d'avancement de la culture démocratique. Il viendra un temps, dans le futur, où une bonne culture démocratique signifiera qu'on peut réellement pratiquer ces décisions-là. Mais par contre, il faut que le gouverneur des provinces soit essentiellement responsable des aspects socio-politiques, des aspects socio-économiques du développement régional. Et c'était ça le but premier. Rapprocher les administrés qui ont des intérêts socio-économiques des décideurs. Ça ne fait pas... Quand on dit chacun chez soi et chacun pour soi, ça n'a plus rien à voir avec l'idée première de la décentralisation et de l'équipage territorial. Toutes ces motions de censure dans les provinces. Mais c'est une instabilité incroyable. Si le gouverneur était nommé par le président de la République, il ne ferait pas face à des motions de censure. Vous savez que les motions de censure, c'est des choses très gênantes. Oui. Moi, je ne crois pas en cela. Je crois à un système dans lequel la décentralisation vise essentiellement le rapprochement des intéressés, des décideurs, mais qu'il s'agit surtout des décisions qui ont un impact sur la vie socio-économique. Et vous êtes sans ignorer que la plupart de ces gouverneurs sont devenus des rois dans leur province. Ils font tout, ils peuvent faire tout. Et comment faire pour essayer de les... Quels sont les garde-fous qu'on doit mettre en place pour qu'ils ne puissent pas déborder dans leur agissement? Écoutez, pourquoi est-ce qu'ils font tout? Ou ils font ce qu'ils veulent? C'est parce qu'au départ, le découpage territorial a été compris comme un repli sur soi. Un repli sur soi. De manière à ce qu'une fois qu'on est replié sur soi, on veut devenir un nouveau potentat dans son coin pour faire ce qu'on veut. Et il y a toutes ces conséquences-là. Mais je crois que quand un gouverneur sent qu'il a une autorité politique sur elle, il ne va plus faire ce qu'il veut. Moi, je ne crois pas dans cette situation actuelle que la décentralisation que nous avons faite est sur le bon chemin. Au contraire, il s'oppose à un concept qui dit Congo uni, pays fort. Chaque Congolais devait se sentir à l'aise où qu'il aille dans notre pays. Il devait pouvoir aller s'installer, même dans un village. Du moment qu'il est en bonne entente avec ses voisins, il doit s'installer n'importe où. Moi, je suis originaire de la province de la Chopo. Je dois pouvoir m'installer à Kinshasa, au Katanga, au Bas-Congo, sans être gêné, puisque je suis Congolais de nationalité. C'est cela la finalité que nous devons poursuivre, et c'est ça la paix que nous voulons obtenir
Et c'est ça, je crois, le plus grand résultat que nous puissions espérer, 58 ans déjà, après l'indépendance, et dans la suite des temps. Vous avez parlé des ennemis de la RDC, entre autres le manque de culture de la démocratie. Et aujourd'hui, la RDC peut compter sur quoi pour se développer ou à faire avancer sa démocratie? La République démocratique du Congo, comme nous le disons, est un pays potentiellement riche. Mais cette chanson, il faudrait quand même qu'elle vienne un jour à des résultats palpables. Exact. Être potentiellement riche, ça ne veut pas dire qu'on est riche. Donc, la richesse potentielle que nous avons, je voudrais la comparer à des pays comme la Suisse. Est-ce que la Suisse a quelque chose dans les sous-sols? À ma connaissance, pas grand-chose. Mais la Suisse est un pays puissant, n'est-ce pas? Toutes les grandes puissances financières sont concentrées là-bas. Et ils ont une influence dans le monde. Notre richesse ne doit pas seulement être traduite par un slogan en disant nous sommes potentiellement riches. Il faut transformer ce potentiel en réalité qui puisse servir au mieux-être de la population congolaise. C'est ça qui est plus important. Que pouvons-nous faire? Nous ne sommes pas seuls dans le monde. Mais nous avons des ressources premières. Je voudrais revenir ici à une conviction que j'ai eue depuis que j'étais directeur de cabinet du président de la République, feu Laurent Désiré Kabila, une conviction tout à fait profonde qui est en moi. Nous avons les matières premières. Nous avons des compétences, parce qu'aujourd'hui, il y a des Congolais qui sont compétents. Beaucoup d'ailleurs sont bien considérés à l'étranger. Allez seulement voir en Afrique du Sud, des ingénieurs congolais qui étaient à la GECAMIN, qui étaient partis en Afrique du Sud, sont très bien cotés, très bien considérés. Les médecins GECAMIN qui étaient à la GECAMIN à l'époque sont partis en Afrique du Sud, sont devenus des personnes vraiment, des colonnes dans les systèmes de santé sud-africains. Donc nous avons les matières premières, que ce soit dans les sols, dans les sous-sols, ou même dans les cerveaux. Exact. Nous avons la volonté d'arriver, n'est-ce pas, à résoudre les problèmes de notre pays, mais il nous manque quelque chose, les finances. Donc nous sommes tributaires des financements extérieurs. Nous devons donc mettre en place des mécanismes différents. Une politique de fiscalité, plus de développement que de contraintes. Vous savez qu'actuellement, je ne vous le cache pas, je suis président du conseil d'administration de la société Plantation et Huileries du Congo, c'est l'ancien PLZ. Cette entreprise, entre 2009, au moment où le président de la République m'avait nommé président du conseil de cette entreprise, nous sommes aujourd'hui en 2018, je vous informe qu'en 2017, à fin 2017, cette entreprise, qui était en faillite en 2009, avec des usines désuètes, avec des plantations vieilles qui avaient atteint la limite de la productivité, avec une politique de réhabilitation, de relance et de stabilisation, aujourd'hui, nous produisons 34 700 tonnes fin 2017 d'huile de palme, contre 3 700 seulement en 2009. Donc, mais nous l'avons fait avec des financements, malheureusement peut-être contraignants, parfois difficiles à contrôler, puisque ces financements, quand elles viennent, on nous impose ici des taux d'intérêt qui dépassent même les 11%. Là, vous voulez parler des institutions de Bretton Woods. Je parle des institutions de Bretton Woods, mais seulement, allez au Sénégal. Les mêmes institutions font des financements au Sénégal, mais à 4-5%. Mais dans notre pays, pas moins de 12%. Pourquoi cette différence? Parce que, comme on dit, les finances ont horreur des bruits des bottes. Il n'y a personne qui accepte de prendre les risques de venir investir là où il n'y a pas de stabilité. Et cette stabilité, c'est notre problème principal. Et nous devons créer des conditions de stabilité. Sans la paix, il n'y a pas de stabilité. Sans stabilité, il n'y a pas d'attraction des investisseurs. Je vais signaler un deuxième problème. Allez-y. Par rapport à l'attraction des financements. Je donnerai un exemple très simple. Imaginez-vous que si vous voulez faire un transport en commun vers le Bas-Congo, n'est-ce pas? Mais vous devez d'abord mettre les carburants ici à Kinshasa pour arriver au Bas-Congo. C'est ça. Mais si on vous dit,
avant d'arriver au Bas-Congo, payez-nous d'abord tous les intérêts que vous allez gagner là-bas, on va vous taxer là-dessus. Ça n'a pas de sens. Laissez l'intéressé arriver sur place, avoir les fruits de son résultat et venir réclamer ce qui est dû normalement. Exact. Pourquoi j'ai dit cela? Nous avons connu ici le système des pas des portes. Un investisseur arrive, on négocie d'abord les pas des portes et c'est déjà des paiements qui les gênent, n'est-ce pas? Exact. Alors, une fois qu'il est installé, il est confronté à des tracasseries administratives de toutes sortes. Il n'est pas garanti sur son argent. Moi, je crois que le jour où dans notre pays, on sera capable de dire, investisseurs, vous venez, vous commencez votre entreprise, l'État vous facilite n'est-ce pas, toutes les possibilités. Le jour où vous commencez à produire, c'est ce jour-là que l'État vous questionnera sur son droit de prélever la fiscalité sur votre production. Pas avant. Ce moment-là, on attirerait beaucoup plus d'investisseurs et je pense que nous irons de l'avant. Et l'option avec les contrats chinois, est-ce que ça nous a avancé ou ça nous a reculé? Parce qu'on a vu que ça nous a créé beaucoup de problèmes avec surtout les Occidentaux. L'option avec le contrat chinois répond à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous avons les matières premières, nous avons des compétences qui peuvent être complétées par des compétences extérieures. Il n'y a aucun mal à cela. Mais il nous faut de l'argent. Bon, les Chinois nous donnent la facilité, n'est-ce pas, de résoudre nos problèmes techniques. Nous avons vu des réalisations. Il n'y a personne qui peut nier ça. Exact. Alors, quel est l'intérêt de la République démocratique du Congo? L'intérêt de la République démocratique du Congo, c'est ce que nous avons fait. Quel est l'intérêt des Européens? L'intérêt des Européens, c'est que nous poursuivons avec eux des relations qui sont déjà quand même très anciennes en matière de coopération technique, économique, etc. Moi, je pense que les Chinois qui coopèrent avec les Américains ne devraient pas être tellement mal pris parce qu'ils coopèrent avec nous. Ça relève l'intérêt national. Mais il nous appartient à nous de défendre nos intérêts vis-à-vis des Chinois ou vis-à-vis des Européens pour qu'ensemble, dans des conditions acceptables de part et d'autre, c'est-à-dire dans l'intérêt mutuel, que nous puissions garantir notre développement et respecter les accords économiques d'où qu'ils viennent. Est-ce qu'aujourd'hui, la RDC peut toujours être considérée comme un marché commun pour les pays occidentaux, comme c'était à l'époque à la signature de l'acte de Berlin? L'acte de Berlin, c'est très loin derrière nous. Donc nous avons déjà... nous avons avancé, nous sommes allés beaucoup plus loin. Mais sur terrain, on sent que les autorités congolaises n'ont pas ce pouvoir-là de décider sur l'avenir du Congo, du pays. On a toujours une main extérieure qui vient influencer. Je voudrais d'abord dire une chose. Les autorités congolaises ont le droit, n'est-ce pas, de veiller au respect de toutes les conditions qui protègent les intérêts de la République démocratique du Congo. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Je dois dire aussi que les responsables politiques de notre pays doivent aussi gérer les relations avec les pays étrangers, les relations avec les investisseurs, de manière à ce que, dans la défense des intérêts mutuels, qu'on puisse arriver à un résultat satisfaisant pour tous. L'intérêt mutuel, c'est ça le vrai problème. Mais il ne faut pas toujours aborder les problèmes avec peur. On dit, bon, notre pays n'est pas indépendant, mais nous sommes indépendants et nous devons combattre pour devenir plus indépendants de plus en plus. C'est une lutte légitime, c'est un combat légitime. Nos héros nationaux ont perdu leur vie dans le cadre de ces combats. Ce combat se poursuivra. Mais au bout de ce chemin, nous devons être ouverts, nous devons être beaucoup plus attentifs à la volonté des uns et des autres, n'est-ce pas? Mais personne n'a le droit de se mettre sur notre dos, de nous exploiter indéfiniment. C'est inacceptable. Nous n'avons pas le droit non plus de mettre en danger les investisseurs qui viennent de l'étranger dans notre pays avec l'intention de faire des affaires. Ça, c'est le business. Il n'y a pas de sentiments. Il n'y a que des intérêts. Il n'y a que des intérêts. Aujourd'hui, 58 ans après,
l'indépendance de la RDC. Si on demandait à M. Boussefalaï de refaire cet éveil patriotique qu'il a fait lors de la guerre d'agression là, est-ce que ça va changer ou vous serez dans la même logique? Comme je le disais, nous sommes une nation qui avance. Nous sommes une jeune démocratie qui évolue. Nous sommes donc dans un état d'esprit, des cultures qui avancent aussi. Ce que je dirais, c'est ceci. Nous devons veiller à mettre en place... Cette question a un rapport avec l'éducation. L'éducation de base. Vous savez, si ce n'est pas de l'utopie que je vais vous parler. Si aujourd'hui nous garantissons que tout nouveau-né dans notre pays passe par une crèche et que, après la crèche, qu'ils aillent dans l'évolution de leur formation dans des conditions satisfaisantes, garantissant l'instruction et l'éducation, je vous assure que dans 20 ans, le Congo sera un pays différent. Et au point de vue culturel, parce que sans l'éducation, il n'y a pas d'amélioration culturelle. Maintenant, nous sommes une démocratie, nous avons différents partis politiques, n'est-ce pas, qui sont sur la sellette. Il appartient aux partis politiques de jouer leur véritable rôle. Parce que leur rôle, c'est d'éduquer les masses populaires qu'ils encadrent. C'est leur rôle de leur apprendre l'éveil patriotique. Ça ne peut pas avoir une approche centralisée. Nous évoluons dans l'éveil patriotique, vous entendez quoi là? Dans l'éveil patriotique, quels sont les éléments que vous pouvez mettre dans cet éveil? Qu'est-ce que le Congolais doit savoir, doit faire, tout ça pour aider son pays à se développer? Dans l'éveil patriotique, je dirais, éveiller quelqu'un, c'est d'abord peut-être le réveiller et puis le garder en état d'éveil, n'est-ce pas? Bon. La première obligation de chaque Congolais, c'est d'aimer son pays. Ça s'appelle l'amour patriotique. Celui qui aime sa patrie, comme je le disais, étant un individu, il voudra faire à chaque compatriote ce que lui, il voudrait qu'on fasse pour lui. Exact. Étant dans une communauté, et la première communauté dans un pays, c'est la cellule familiale. Étant responsable d'une cellule familiale, il voudra qu'on fasse à la nation ce qu'il voudrait que l'on fasse pour sa cellule familiale. Ça, c'est le principe de base de l'amour patriotique. Bon, maintenant, cet amour patriotique, je le disais, souffre d'une contradiction entre le patriotisme, n'est-ce pas, ethnique, dans laquelle la patrie souffre d'une préférence, l'attachement à l'ethnie au niveau de l'attachement à la patrie. Ça a des conséquences très graves. Ça fausse les règles de nomination, ça fausse les règles de l'avancement. Si il y a une tendance à se faire entourer des siens, quand il s'agit de les mettre à des fonctions de responsabilité, au lieu de chercher des critères objectifs pour chercher l'excellence. Et sans excellence, nous n'avancerons pas, n'est-ce pas? Et ce qui est encore curieux, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Tout le monde fait des reproches. On dit, oui, le président de la République, il ne fait pas ceci, il ne fait pas ça. Il y a beaucoup de reproches. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les erreurs commises à la base qui retombent sur le chef. Ça, c'est la vérité. Si aujourd'hui, je suis président de conseil dans une société et que je préfère m'entourer des gens de chez moi qui ne sont pas compétents, mais qui va payer les frais? Mais c'est moi. C'est moi qui vais payer les frais. Et ça, c'est aux différents échelons. Donc, le patriotisme suppose d'abord l'amour de la patrie. Et cet amour de la patrie n'est rien d'autre que l'amour divin. Parce que Dieu aime notre pays et notre pays a besoin de Dieu. Ce n'est pas que Dieu descendra dans notre pays avec des anges pour gouverner le pays, non. Dieu agira toujours au travers des hommes. Et ces hommes, tant qu'ils ne sont pas transformés, ils ne pourront pas apporter ce vent nouveau dont le pays a besoin. Vous croyez au renouvellement de la classe politique aujourd'hui? Que voulez-vous dire par le renouvellement de la classe politique? Voulez-vous dire faire table rase et mettre de nouveaux acteurs? C'est ça que vous voulez dire? J'aimerais que je comprenne bien votre question. Parce que depuis les politiciens qui ont œuvré depuis 1960, on les retrouve ici.
jusqu'à maintenant, rares sont ceux qui vont en retraite. Est-ce qu'on ne pensait pas qu'on a besoin d'un sang chaud, d'un nouveau sang dans la classe politique? Je vais répondre à votre question en relevant ce que j'appelle la loi de la croissance. C'est-à-dire? Tout ce qui naît grandit, mais passe par plusieurs stades. Et notamment pour l'espèce humaine. Nous naissons et nous grandissons. Étant enfants, nous ne connaissons rien, nous apprenons à partir de notre environnement. Alors, nous passons par l'adolescence. L'adolescence, c'est l'état critique de la croissance. L'adolescent, c'est quelqu'un qui croit tout savoir. Il a appris, certes, dans son évolution, il croit tout savoir. Et souvent, l'adolescent, quand il pose des actes, il se casse la figure. Parce qu'il n'a pas écouté les conseils. Après l'adolescence, nous avons l'état d'adulte. L'adulte a appris. L'adulte se lance dans un état où il agit par essai et erreur. On essaie d'abord, on commet des erreurs, on corrige. C'est l'état le plus dangereux, où on dit, nous décidons d'abord, nous allons voir ce qui va se passer. Exact. Et ça coûte cher aux jeunes nations. Et puis, il y a maintenant, le dernier état, c'est l'état d'un ancien. Il a appris, il a pratiqué, et il devient le meilleur conseiller. Et moi, je crois que dans tous ces jeux-là, nous devions comprendre que les meilleurs conseillers, ce sont les anciens qui ont expérimenté et qui connaissent tous les pièges. Ce sont les meilleurs. Ils peuvent être considérés comme des conseillers. À l'époque, je me rappelle, au temps de Mobutu, notamment, cette fonction, c'est la fonction sénatoriale. Exact. À l'époque, on nommait les sénateurs, ou on les cooptait d'une manière ou d'une autre. Je crois encore aujourd'hui que les sénateurs, au lieu d'être élus par les députés provinciaux, devaient être en fonction des secteurs de la vie nationale où ils sont devenus vraiment connaisseurs, ayant pratiqué, ayant maîtrisé, ils peuvent aider ce pays à arrêter les processus des lois. Parce que nous voulons aussi un État, n'est-ce pas, des droits. Exact. Où on applique les lois. Voilà, nous allons bientôt... Excusez-moi, je voulais terminer en disant... Allez-y. Donc, dans cette loi de la croissance, il faut éviter la tendance au court-circuit. Des jeunes gens à l'université qui rêvent déjà d'être ministres. Ça, c'est un court-circuit. Il y a un processus normal, n'est-ce pas? Sauf des cas exceptionnels qui peuvent arriver de temps en temps. Ça, c'est le processus normal. Revenons à la démocratie. La Chine, par exemple. Aujourd'hui, c'est un pays développé, mais il n'y a pas de démocratie. Est-ce que la RDC doit nécessairement suivre la démocratie, opter pour la démocratie? Je vous répondrai franchement en disant ceci. Qu'un État soit démocratique ou pas, le plus important, c'est les lois. Ce sont les lois qui montrent la nature des personnes. Je prends un exemple. Allez-y. Vous ne pouvez pas aller aux États-Unis avec la culture arabe, où on dit, bon, la religion permet d'épouser plusieurs femmes. Aux États-Unis, ça ne marchera pas. Donc, les lois américaines qui prévoient un ménage, un homme et une femme, sont adaptées à la culture américaine, qui est une culture à base chrétienne, judéo-chrétienne. C'est la même chose, n'est-ce pas, en Europe. Alors, donc, les lois, c'est le plus important. Est-ce qu'elles traduisent l'état ou le niveau culturel? Bon, maintenant, le niveau culturel, c'est aussi important. Parce que, figurez-vous, monsieur Alain, que les problèmes que nous avons au Congo, c'est pas seulement au Congo. C'est au Kenya, vous venez de connaître les élections kenyanes, qui ont abouti heureusement à l'entente entre l'opposition et le pouvoir. Exact. La même entente est possible au Congo aussi. Entre l'opposition et le pouvoir, il faut de la bonne volonté. Aux États-Unis, lors de l'élection du président Bush, ça avait dû passer à la Cour suprême de justice. Parce que les résultats étaient tellement serrés. Quand la Cour suprême s'est prononcée, c'est une institution nationale, elle s'est prononcée, tous les Américains se sont rangés. Nous devons cesser dans notre pays toujours de discuter. La Chine a des réalités sociologiques, sociopolitiques qui font qu'ils ont choisi ce modèle. Ils considèrent que c'est un modèle qui garantit la stabilité chez eux, mais ils ont choisi l'économie du marché. Exact.
Ça, c'est une loi économique qui est bonne et qui donne ses résultats. La démocratie est une loi politique qui est bonne, qui donne aussi ses résultats, mais il faut trouver un équilibre entre le politique et l'économique, n'est-ce pas? Il ne faut pas que le politique ait trop à dire sur l'économie, qui doit être une économie du marché. Il ne faut pas que l'économie du marché bloque l'évolution des lois politiques. C'est cet équilibre que nous devons rechercher dans notre pays. Monsieur Georges Boussé sera candidat aux futures élections? Candidat aux futures élections, vous savez, élection signifie expression de la volonté populaire et des gens qui veulent de quelqu'un. C'est ça le sens d'une élection, n'est-ce pas? Oui. Bon, nous avons contesté, nous avons fait des élections douloureuses en 2006. Il y a des gens qui ont contesté l'élection de 2011. Aujourd'hui encore, on voudrait aller aux élections, mais déjà, il y a des gens qui contestent les machines électorales. Exact. Bon, moi je me pose une question. Allons-nous aller de contestation en contestation ou ne vaut-il pas mieux aller dans une transition? C'est une question importante. Moi, je suis citoyen congolais. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de risques d'aller dans les élections et moins de risques d'aller dans une transition où tout le monde se met ensemble. Nous réfléchissons calmement. Nous mettons nos craintes derrière nous et nous mettons notre espérance devant nous. Parce qu'il y a deux façons d'aborder un problème. Donc vous êtes adepte du glissement? Je ne suis pas adepte du glissement. Je dis qu'il y a beaucoup plus de risques d'aller vers les élections et moins de risques de passer par la transition. Les erreurs que je devrais éviter, c'est de ne pas avoir le courage de dire la vérité à mon chef. N'est-ce pas? Ça manque souvent. Heureusement pour moi, je ne peux pas prétendre que je n'avais jamais eu le courage, non. Mais je crois que si je devais reprendre cela, je prendrais le courage de présenter à mon chef les inconvénients et les avantages de toute solution pour résoudre des problèmes importants. Quitte à lui, n'est-ce pas, d'avoir le dernier mot. Je ne pourrais pas essayer de l'influencer. Et ça, ce serait une très mauvaise attitude. J'étais ministre de l'énergie, n'est-ce pas? Au ministère de l'énergie, j'ai eu une grande responsabilité de résoudre des problèmes chroniques chez nous. Les délestages. Les délestages, manque d'eau dans certaines communes. Quelles erreurs ai-je commises? Si je regarde vraiment franchement ce passé, peut-être que ce sont les autres qui devaient me dire vous avez commis telle erreur, telle erreur. Mais j'ai essayé de faire de mon mieux. N'est-ce pas? Rappelez-vous que j'ai respecté les instructions. J'ai exécuté les instructions du président à l'époque. J'avais remis le courant à Kikwit. J'étais resté là-bas dans le noir depuis très longtemps. Tellement que même les enfants, les jours où le courant est arrivé à Kikwit, il y a des enfants qui ont passé la nuit à l'extérieur pour regarder les ampoules. Bon. Mais si je devrais rentrer dans cette position, l'erreur que je ne commettrai pas, c'est de m'engager dans une grande responsabilité sans un budget correspondant. Ça, c'est l'erreur que je ne commettrai pas. Et par rapport à votre échec électoral? Par rapport à mon échec électoral, et ça, c'est une question très sensible. Je voudrais, n'est-ce pas, dans une telle démarche, bénéficier de la confiance des partis politiques pour lesquels dans lesquels je m'engage, au point que, dans des circonstances comme celle-là, qu'il n'y ait pas de problèmes comme ceux qui sont arrivés. Voyez-vous? Exact. Mais je ne voudrais pas approfondir la question ici. C'est une question vraiment interne. Même s'il y a un linge sale, ça se lave dans la famille. Exact. Ce sera votre dernier mot, monsieur Georges Boussé Falaye. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie, monsieur Alain, et je crois que nous nous retrouverons bientôt parce qu'il y a encore beaucoup de sujets à débattre. Bientôt, en tout cas. Vous serez toujours le bienvenu. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, certainement avec un nouvel invité. Au revoir.